La recherche participative est faite dans le cadre de la santé des populations. Donc, je vais revenir un petit peu sur ces termes. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, vraiment, comme à la présentation. Donc, comme disait, je vais juste me présenter un petit peu plus sur mon parcours. Donc, je suis épidémiologiste de formation, elle est sexticienne. J'ai fait mes masters ou ma thèse à Bordeaux, à l'Institut de santé publique et d'épidémiologie et développement de Bordeaux, jusqu'à 2016. Après, j'ai eu plusieurs expériences de post-doctorat dans divers contextes de recherche, que ce soit en Afrique du Sud, au Canada. Et donc, j'ai rejoint donc, le CERPOP, le Centre d'épidémiologie de recherche en santé des populations, à Toulouse en 2023. Mes thématiques de recherche, j'ai plus spécifiquement étudié tout ce qui est croissance, nutrition et métabolisme des enfants et adolescents vivant avec le VIH. Je me suis aussi intéressée plus globalement à la santé des adolescents qui sont infectés par le VIH en Afrique subsaharienne, sur des questions de santé nutritionnelle, mais sur d'autres aspects de santé, comme la santé sexuelle et reproductive également. Et dans le développement de ces thématiques de recherche, j'ai une réflexion méthodologique sur comment engager les jeunes dans ces thématiques de recherche, comment mettre en place une recherche interventionnelle auprès de ces populations, et également comment faire du transfert de connaissances. Donc aujourd'hui, je m'appuierai surtout sur cette réflexion méthodologique et sur les aspects de recherche participative. Et je vais vous donner des exemples qui sont issus de ma recherche. Donc voilà, comme ça, vous savez à peu près les thématiques qu'on abordera un petit peu. Donc, juste vraiment, globalement, qu'est-ce que c'est que la santé des populations, vraiment, pour qu'on ait tous les mêmes termes en tête. La santé des populations, ça vise à améliorer l'état de santé de façon générale, que ce soit physique et mentale, de l'ensemble d'une population. Et l'idée, c'est également de réduire les inégalités de santé. Quand on s'intéresse à la santé d'une population, on a peut-être des sous-groupes qui sont plus affectés, difficiles à atteindre. L'idée, c'est de réduire un petit peu ces inégalités de santé quand on s'intéresse à la santé des populations. Et une des disciplines qui étudie cette santé des populations, c'est l'épidémiologie. L'épidémiologie, elle étudie la distribution d'un problème de santé. Elle analyse les déterminants de ce problème de santé et suite à ça, elle va permettre de proposer des interventions qui sont efficaces pour résoudre ce problème de santé et ensuite évaluer l'impact de ces interventions. Donc, on parle souvent du cycle de l'épidémiologie parce qu'on va décrire un état de santé. Donc, par exemple, il y a plein d'exemples. Il y a une petite problème de santé. Si on regarde, par exemple, je sais pas, les cancers du sein en France, on va estimer le nombre de cancers du sein dans la population. Puis, dans une deuxième étape, on va essayer de comprendre est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui font qu'il y a des personnes qui sont plus à risque d'avoir un cancer du sein ou pas. Et est-ce qu'on peut proposer des interventions de prévention, par exemple, pour réduire le nombre de cancers du sein en France, évaluer, et puis ensuite, de façon cyclique, recompter le nombre de cancers, etc. et de façon aussi. Donc là, je vous donne un exemple très simple, non, mais il y a d'autres situations où, pour certaines maladies, c'est difficile d'atteindre la population, c'est difficile d'estimer. C'est difficile aussi de comprendre quels sont les facteurs de risque associés à une maladie, parce que soit on n'a pas assez de recul, soit c'est une maladie rare. On peut avoir des barrières comme ça qui font que ça peut être difficile. Et du coup, c'est potentiellement difficile de proposer une intervention qui va résoudre ce problème de santé. Donc, à chaque fois, il y a des questions qui se posent sur chaque étape. Et dans ma réflexion, dans ma recherche, une des possibilités pour répondre à ce cycle et faire en sorte que ce cycle marche bien, c'est d'avoir une approche de recherche participative. Donc, qu'est-ce que c'est que la recherche participative? C'est une forme de production de connaissances scientifiques qui se fait avec la participation des acteurs concernés, qui sont souvent issus de la société civile. Ça peut être des associations, ça peut être des patients, ça peut être des gens d'une communauté particulière. Et donc, cette forme de production, elle se fait avec eux et aux côtés des chercheurs. Donc, c'est pas une recherche sur des patients ou des participants, c'est vraiment une recherche avec. On parle aussi de recherche à l'envers quand on va voir une communauté pour lui demander quels sont ses besoins, ses priorités et travailler avec elle sur la formation de production qui est nécessaire.
Donc, on parle de co-construction de la recherche, qui peut se faire sur toutes les étapes de la recherche ou à des étapes spécifiques. Et donc, ça implique des participants qui ont différents niveaux d'expertise, mais qu'on considère complémentaires à celles des chercheurs. Sur ces savoirs, en fait, on parle de savoir expérientiel, le fait d'avoir un vécu particulier vis-à-vis d'une maladie, vis-à-vis d'un contexte socio-économique qui peut être plus ou moins vulnérable à l'apparition de certains problèmes de santé ou de difficultés d'accès aux soins. Ce savoir expérientiel, en fait, il est majeur pour pouvoir développer des interventions adaptées pour résoudre ces problèmes de santé. Donc, c'est vraiment, voilà, avoir des pratiques inclusives en recherche participative où les savoirs scientifiques et professionnels vont être conduits au savoir expérientiel pour pouvoir proposer des solutions adaptées. Donc, il y a de multiples bénéfices pour l'approche participative. Ce que je vous disais, le partage du vécu qui est très important et aussi qui peut faire émerger de nouvelles idées qui vont compléter les connaissances du chercheur. On a, nous, une formation académique, mais on n'a pas forcément ce vécu, le contexte de la vraie vie qui peut être majeur quand on veut développer des choses. Ça aide aussi quand on monte un projet de mieux communiquer sur la mise en place du projet, sur le développement, sur les résultats. On peut éviter des malentendus, certaines réactions qui sont néfastes. Si on s'adresse à une population qui est stigmatisée, discriminée, voilà, il y a des vocabulaires, il y a des termes à ne pas utiliser pour ne pas les signifier encore plus. C'est important de travailler avec eux pour éviter ces malentendus. Et donc, ça nous oblige aussi, nous, à éviter un peu le jargon de la recherche et les termes très techniques. Souvent, la population ne comprend pas forcément. Et donc, travailler directement avec la population, ça permet d'adapter notre vocabulaire et d'être mieux compris par le grand public et par la population qu'on cherche à atteindre. Comme par exemple, il y avait besoin d'adaptation culturelle. Donc, c'est pour ça que la recherche participative, on dit aussi qu'elle est d'autant plus pertinente auprès de populations qui sont difficiles à atteindre et de populations, par exemple, qui sont peu engagées dans les soins. Donc, les sous-groupes un peu marginalisés, stigmatisés, pour lesquels on n'a pas forcément accès ou qui ne sont pas forcément inclus dans notre société. Ça peut être des personnes sans papier, des personnes migrantes, des personnes en situation de handicap. Tous ces sous-groupes qui ont des difficultés particulières pour l'accès aux soins ou des besoins de santé particuliers. C'est d'autant plus important quand on développe une recherche sur ces sujets-là de le faire avec eux pour améliorer les résultats de la recherche et améliorer le d'impact. Donc, un des exemples, donc là dans la présentation, je vous parle un petit peu de définition, là je sais pas, j'essaie d'illustrer. Une des initiatives mises en place par l'INSERM depuis 2007, c'est le collège des relecteurs. Donc, on a 70 adhérents d'associations de malades qui, en fait, sont formés à la relecture de protocoles de recherche, aux notices d'information qu'on va faire passer aux patients avant de les inclure dans une recherche, et aux formulaires de consentement. Donc, toute la partie éthique est très importante quand un participant va être inclus dans une recherche, être sûr que tous les termes sont bien repris. Et que ça se fait voilà, dans le respect et dans la compréhension de chacun. Donc, depuis 2007, il y a 307 protocoles qui ont été relus par ce collège de lecteurs. Donc, à peu près 35 protocoles par an sur diverses thématiques de recherche clinique. Et ça permet vraiment une meilleure compréhension des outils et un recrutement facilité et voilà, plus adéquat des participants dans la recherche. Je parlais de populations difficiles à atteindre. Il y a d'autres initiatives, c'est plutôt de sciences sociales, mais je me disais que c'était important d'en parler de jeunes de quartier où vraiment on les fait parler sur eux, leurs problèmes de santé, leurs priorités et essayer de débloquer avec eux voilà, des outils pour améliorer la vie dans leur quartier. Et donc ça, il faut vraiment avoir ce vécu-là et ce savoir expérientiel typiquement pour pouvoir développer des choses. Donc je vous disais, la recherche participative, c'est intéressant à plein d'étapes de la recherche. Bon, après, je me suis dit, il faut peut-être que je vous explique c'est quoi les différentes étapes d'un projet de recherche. Donc, il y a la question de recherche. Spécifiquement, on va essayer d'identifier un problème de santé et mettre en place des hypothèses et définir un objectif pour essayer de répondre à ce problème de santé. Suite à la définition de cette question de recherche, on va concevoir
un schéma d'études, on va développer des outils de collecte pour collecter des données, que ce soit par questionnaire ou aller interroger des gens qui vont se poser la question. On va faire ça sur plusieurs années, on va faire ça, c'est une enquête à un moment donné. Voilà, il y a plusieurs questions qui se posent. Ensuite, on va analyser les données et ensuite, on va rédiger des résultats, souvent sous la forme d'un article scientifique en milieu pour la communauté de recherche. Les bénéfices de l'approche participative, c'est qu'à chaque étape, on va améliorer normalement le processus. Mais sur la question de recherche, normalement, avec l'apport des participants et l'enjeu possible de construction, on a une meilleure pertinence de la définition des objectifs parce qu'ils sont plus près des besoins et des priorités de la population pour laquelle on s'intéresse. Dans la conception des outils, les outils de collecte sont souvent plus adaptés parce qu'on va tester les questionnaires pour savoir s'ils sont compréhensibles pour la population. S'il y a des adaptations de langage à faire, on va pouvoir le faire avec eux. Et les méthodes de recrutement sont plus appropriées parce qu'on va les faire participer et faire participer leur réseau. Il y a souvent un meilleur suivi parce qu'ils sont plus engagés et plus impliqués dans la recherche, donc un meilleur suivi aussi tout au long du projet. Dans l'analyse, l'interprétation des données, un peu comme la question, elle est axée sur les besoins et ça permet d'améliorer aussi la diffusion des résultats. Souvent, on a tendance, en tant que chercheur, de juste publier des articles scientifiques en anglais, mais à part ça, jamais on va prendre le temps de faire d'autres activités de transfert de connaissances, ce qu'on appelle, de faire des rapports pour la population, ne serait-ce que pour les participants de l'enquête. Des fois, ça manque. Et le fait d'impliquer les participants dès le début du projet, on se doit en fait de faire ça pour eux. Eux, c'est pas l'article scientifique qui les intéresse, c'est plutôt diffuser les résultats à leurs pairs, à la population. Et puis aussi réfléchir à l'après. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait après, qu'est-ce qu'on propose. Et ça, c'est toujours très intéressant. On devrait se poser la question plutôt en tant que chercheur, mais c'est souvent sous l'impulsion de ces populations et des participants de la société civile qu'on développe ça. Donc souvent, on dit que la recherche participative, c'est un levier comme la recherche-action, ce que je disais juste avant. Donc voilà, c'est un schéma pour dire un petit peu, je sais tout ce que vous voyez très bien, le fait de faire de la science en société, de développer de la recherche participative en combinant les approches académiques et les erreurs expérientielles, ça permet plus facilement de passer à l'action, de développer des recommandations, voire des décisions politiques pour améliorer la santé. Donc un deuxième exemple ici, c'est une plateforme qui s'appelle Force, qui a été développée en collaboration avec une de nos anciennes chercheuses du CERFOC, Marie-Rose Laurent. Donc c'est une initiative suisse. Et en fait, c'est une plateforme qui regroupe des professionnels de santé et des potentiels patients participants pour les mettre sur la même plateforme et qu'ils puissent se fermer. Et donc, Force, ça permet de promouvoir l'implication des patients dans la conception de la recherche en santé. Et donc, certains exemples ici, qui sont plutôt bien faits si vous allez sur leur site. Vous avez des propositions de sujets de recherche, souvent qui sont impulsés par les professionnels de santé. Et pour chaque projet, en tant que participant ou potentiellement si vous êtes intéressé par cette thématique, vous pouvez voir quels sont les objectifs du projet et quelles sont les possibilités de participation au projet. Et donc voilà, vous avez le dépistage du cancer colorectal, donc qui souhaite évaluer l'effet de proposer un test de dépistage du côlon sous le monde de notre scan individuel. Donc ils vont demander à des participants de tester ce dispositif et de le développer avec eux. Ou encore améliorer le confort des enfants dans les soins, trouver des solutions pour les enfants se sentent bien quand ils sont soignés. Donc là, c'est impliquer potentiellement les enfants, les adolescents et leurs parents pour développer ce type de projet de recherche. Et donc pour chaque projet, vous avez une rémunération qui va avec. Bon, ça, c'est des exemples et ça diffère en fonction des projets, la quantité de travail qu'il va falloir fournir, le niveau d'implication, soit juste, ça peut être un niveau très basique d'information auprès des participants. Et puis, ça peut monter crescendo jusqu'à du conseil, de la prise de décision pour choix de voie leadership. C'est vraiment des participants de la société civile qui seront visiteurs du projet.
Et les écoles de recherche aussi, ça peut être dans tous les cas où vraiment à l'initiation d'un projet, pendant comme développé, etc. Donc voilà, c'est une initiative suisse, j'ai pas mis l'équivalent en France, mais je pense que ouais, qu'on pourrait s'inspirer de ça et de les choses qui se développent dans les années à venir dans ce sens. Donc un autre exemple vraiment de ce que la recherche participative ce que c'est, je vais la traduire un peu mieux, c'est la cour de la recherche communautaire. Donc c'est une forme de recherche participative, mais plutôt à destination de communauté. Et c'est ce terme-là, on n'a pas trop en France. On l'a beaucoup, j'ai beaucoup entendu, parce que on travaille avec des communautés de gens qui se regroupent parce qu'ils vivent dans le même endroit, parce qu'ils sont affectés par la même maladie, parce qu'ils font partie des minorités sexuelles et de genre, parce que voilà, ils vivent des choses communes qui font qu'ils sont regroupés en communauté et ils ont des besoins de santé en commun. Donc, la recherche communautaire, c'est le même principe, c'est une approche qui est faite avec et pour les communautés. Elle est orientée vers l'action, comme je vous le disais déjà. Donc, elle est participative et c'est vraiment un partenariat réciproque entre les individus, une communauté et les chercheurs pour développer des actions de santé. Et un des exemples les plus marquants des dernières années, c'est la recherche communautaire qui est le VIH-Sida. C'est vraiment des exemples les plus simples quand on veut expliquer ce que c'est que la recherche communautaire. Parce que maintenant, le VIH-Sida est appelé il y a 40 ans. Ça a touché plus particulièrement des populations marginalisées, les homosexuels à San Francisco, des personnes qui n'étaient pas forcément dans le soin. On ne s'intéressait pas vraiment à ce nouveau virus. Et en fait, la mobilisation des patients et des communautés autour des patients ont vraiment permis de faire bouger à la fois les chercheurs, mais aussi les leaders politiques pour avoir du financement pour financer cette recherche. Et historiquement, voilà, les associations de patients, les communautés qui luttent contre le VIH ont toujours été aux côtés des chercheurs. On a lutté contre le VIH jusqu'à maintenant, et voilà, ça reste un principe qu'on a dans nos recherches, c'est que les communautés sont impliquées, ont souvent le livre, sont informées, sont participantes des projets. Donc ici, voilà, il y a quelques livres qui sont intéressants du point de vue de coalition, ce qui est une association à base communautaire qui est en VIH depuis 40 ans, et il y a d'autres projets de recherche. Il y a la LRS qui est une station de recherche sur le sida, aussi qui a soutenu cette recherche commune. Alors donc je vous disais, voilà un exemple très intéressant de recherche communautaire pour les populations vivant avec le VIH. Mais dans ces populations, il y a quand même des groupes qui sont un peu négligés, et les enfants et les adolescents qui vivent avec le VIH en font partie. Et en fait, ces mobilisations, etc., ont visé plutôt les adultes vivant avec le VIH, et les enfants et les adolescents n'ont pas été vraiment impliqués là-dessus. Voilà, et ce sont des gens qui n'avaient pas les moyens forcément de faire ça, et personne n'a vraiment pris les devant pour eux. Et donc maintenant, dans l'épidémiologie à VIH, les groupes les plus affectés pour lesquels il y a vraiment un gap en termes de prise en charge, en termes de bonne santé, de risque de survie, de mortalité, etc., c'est les adolescents. Ils rentrent mal ils sont mal diagnostiqués, ils n'ont pas vraiment accès au traitement antirétroviral, et sont pas bien suivis dans les soins. C'est le groupe d'âge où la mortalité liée au VIH est la plus importante. Donc il y a vraiment, on a loupé quelque chose avec cette population. Et du coup, il y a des projets qui se sont intéressés à est-ce que les jeunes qui vivent avec le VIH ou les jeunes qui sont à risque d'avoir le VIH sont vraiment engagés. Il y a une forme de recherche participative qui est faite avec eux historiquement. Donc il y a un projet qui a essayé d'évaluer ça et qui a utilisé l'échelle. Donc l'échelle de Hart qui est un très bon outil pour
évaluer le niveau d'engagement dans un projet de recherche. Donc vraiment à une échelle où le niveau 0, c'est il n'y a aucun engagement des participants dans la recherche. L'engagement minimal où il va y avoir un petit peu il va y avoir peut-être un groupe consultatif de jeunes qui va être là et qui va pouvoir donner un petit peu de son avis sur ce qui se passe. Un engagement modéré où là, il va y avoir un implication plus important, que ce soit du développement des outils, du recrutement, de la dissémination des résultats. Et après, un engagement important, jusqu'à 7, où les jeunes vont être impliqués, que ce soit dans la prise de décision et dans le développement et la exécution et dans la mise en place. Et donc, il y a une revue de la littérature qui a pris cette échelle, qui a screené un petit peu toutes les études sur la prévention du VIH qui s'étaient faites dans l'Afrique subsaharienne. Et en fait, sur 74 interventions identifiées, en fait, il y en a très très peu où il y a eu un engagement important des jeunes dans la mise en place de ce projet. Donc, ce qui est dommage, c'est la prévention du VIH dans ce contexte-là pour ces populations, c'est majeur et ces interventions, elles peuvent pas être extrêmement efficaces s'il y a fait un engagement important ou au moins modéré. Donc, et pourtant, ça appuie vraiment dans ces recommandations si on l'empire avec l'épidémiologie VIH. Dans cette population, il faut vraiment les impliquer à l'avenir dans ces projets de recherche. Donc là, je vous ai présenté l'échelle de l'Inde. Il y a une autre échelle qui existe. Je n'ai pas de publication associée à ça. Mais c'est aussi un très bon outil et qui permet aussi aux chercheurs de se poser la question de est-ce qu'on est prêt à faire de la recherche avec des jeunes et où c'est qu'on se situe avec 5 niveaux. Donc le premier, donc ça vient dans le bas en haut comme ça. On écoute les jeunes et après on se pose la question, êtes-vous prêts à écouter les jeunes? Travaillez-vous de façon à être capable d'écouter les jeunes? Avez-vous une règle interne idéologique d'écouter les jeunes? Et si on dit oui à toutes les questions, parce qu'il y a des niveaux, on aide les jeunes à exprimer leur point de vue. Êtes-vous prêts à aider les jeunes à exprimer leur point de vue? Avec aussi d'autres éléments d'opportunité et d'obligation. Êtes-vous prêt à prendre en compte l'opinion des jeunes? Et si on arrive à oui au milieu, là où il y a une étoile, là on respecte la Convention internationale des droits de l'enfant, qui dit que quand on fait de la recherche avec les enfants, il faut au moins être à ces 3 premiers niveaux. Et après, les 2 derniers niveaux sont un peu plus... on est vraiment dans la recherche participative pour le coup, avec des questions intéressantes à se poser en tant que chercheur. Êtes-vous prêt à laisser les jeunes participer au processus de prise de décision? Et êtes-vous prêt à partager une partie de votre pouvoir d'adulte avec les jeunes? Et ça, c'est des enjeux qui sont majeurs et nous, dans notre communauté de chercheurs, il y a encore des barrières à ce niveau-là. Là, c'est un exemple d'un projet qu'on mène actuellement en Afrique de l'Ouest. C'est un projet de recherche qui est financé par la NRS, le projet Optimisme, qui vise à améliorer la prise en charge des adolescents qui vivent le VIH. Ça, c'est prennent des traitements, que l'infection à VIH soit contrôlée, moins difficile à gérer. En Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Togo. Et dans ce projet de recherche, qui se fait dans les centres cliniques, on a recruté des pères éducateurs. Donc, ce sont des adolescents un petit peu plus âgés de la population, plutôt des adolescents jeunes adultes, ils ont les 18 ans. Ils contrôlent bien leur maladie, ils prennent bien leur traitement. Ils sont assez exemplaires à ce niveau-là. Et ils ont été formés, ceux qui ont été d'abord volontaires, puis formés et engagés dans la recherche, pour faire le lien en fait entre les professionnels de santé et les ados. Donc ça faisait vraiment le pont entre ces deux groupes-là. Ils ont animé des groupes de discussion avec les adolescents et des fois ils faisaient du quotidien des lettres pour certains adolescents qui en avaient besoin et qui préféraient se tourner vers leur père, des gens de leur âge qui ont vécu des choses, plutôt que via des professionnels de santé, pour lesquels des fois la communication était un peu difficile. Donc, c'est une premier pas vers une recherche participative avec un engagement soutenu des jeunes. Là, on essaie de documenter un petit peu cette expérience et voir qu'est-ce qu'on propose après. Les premières difficultés qu'on a vues, c'est que
En fait, on demande beaucoup de choses à ces jeunes et c'est important de s'en soucier. Enfin, on a des pères éducateurs qui ont dû gérer eux-mêmes des adolescents qui avaient une souffrance émotionnelle qui auraient dû être prises en charge par un professionnel de santé et pour lesquels ça reste des jeunes, ils ne sont pas forcément armés pour certaines choses auxquelles ils sont confrontés. Un manque de confidentialité aussi, on est dans des contextes où le VIH est extrêmement tabou et secret, donc il faut vraiment leur donner l'espace pour qu'ils puissent faire leurs activités sans avoir leur statut VIH dévoilé. Et puis aussi la question de la pérennisation sur le long terme. Donc un peu voilà, après 3 ans de ce projet-là, on a vu en fait, enfin on a des pères éducateurs qui sont des jeunes adultes, mais qui du coup évoluent dans leur vie, qui se professionnalisent, qui vont à l'université, etc., et qui sont plus forcément disponibles pour le projet. De nos rendre grandissent, c'est comme ça. Et bon, on a besoin de nouveaux pères éducateurs qui viennent dans le projet. Donc c'est ce qu'on essaie de faire actuellement. Et on a également vu du coup avec la première génération de pères éducateurs qu'ils ont quand même besoin de formation sur certains sujets pour vraiment faire face aux défis multiples que font face les adolescents, que ce soit en termes de santé mentale, d'accès à la santé sexuelle et reproductive et tous les aspects de prise en charge au VIH. Donc, vraiment, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est vraiment très récent. On a vu une nouvelle formation pilote en avril 2024 avec les anciens pères éducateurs du projet, donc ils étaient une douzaine, plus 12 nouveaux pères éducateurs. Donc des adolescents qui étaient issus des mêmes programmes et qui du coup étaient intéressés à prendre un peu plus d'initiative et participer vraiment, aider la clinique, aider leurs pères adolescents. Donc sur des thématiques diverses de la période chrétienne à cette sphère reproductive, donc si des jeunes, on va essayer de faire des activités politiques, des débats, des vidéos, on a créé un guide des pères éducateurs sur qu'est-ce que c'est qu'être père éducateur, qu'est-ce que c'est que la recherche participative aussi. Et voilà. Et ce qui se ressort de ces 2 jours de formation de pilote, c'est que les anciens pères éducateurs ont vraiment pris à cœur énormément leur rôle de père éducateur, mais même trop. Ils se mettent une pression énorme d'être père éducateur pour ces adolescents. Ils ont forcément nos responsabilités et des impérités envers eux, avec voilà, s'il y a des adolescents qui sont pas bien de traitement, et c'est pas rien faute en soi, mais ils se sentent responsables de ça. Et donc c'est quelque chose où je pense qu'il faut qu'on fasse un petit peu attention. C'est bien de les engager dans la recherche, mais il ne faut pas non plus que ça ait un impact sur leur propre bien-être à eux. Donc c'est des choses qu'il faut qu'on surveille. Et après, voilà, des connaissances assez posées sur certains sujets. Par exemple, sur la contraception, on a eu beaucoup de choses qui étaient assez fausses. Donc, après, comment on donne des conseils là-dessus, c'est un peu difficile. Donc, voilà, il y a besoin de formation pour être sûr que les informations qu'ils donnent à leur père adolescent soient correctes. Donc, la recherche participative, c'est important, c'est nageoire pour certaines populations, mais c'est aussi un processus complexe. Il y a quand même une complexité dans ce processus et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément laissé trop de recul dans la recherche pour pouvoir produire. Donc, on est vraiment en train actuellement d'être face à ces difficultés et à se demander comment on gère ces difficultés. Une des premières, donc, c'est la stratégie d'engagement. Comment on engage ces ados, par exemple les jeunes, mais de façon équilibrée, que ce soit pas un engagement mineur, que ça fasse évoluer sur le papier, sur un projet, mais qu'après il n'y ait pas un vrai engagement, un vrai rôle de leur part. Et à l'autre extrême, que ce soit pas quelque chose qui empiète sur lui non plus. On lui demande pas d'être H24 dans le cadre de ce rôle avec lui. Et c'est important de garder un équilibre là-dessus. Une des grandes questions aussi, c'est le financement. Comment on finance la recherche participative? On a actuellement des agences de financement qui n'ont pas forcément de fonds. C'est moins vrai maintenant, mais jusqu'à récemment, il n'y avait pas forcément de fonds dédiés à faire un partenariat avec les participants. On finance
On finance des analyses, et la recherche, on finance des équipes de recherche, mais comment on finance des associations, comment on finance des participants individuels qui n'ont pas un statut de recherche. Pour certaines agences, c'est compliqué. Donc voilà, ça peut être majeur. On est en train de discuter un petit peu avec certaines entités pour que ce soit mieux reconnu. Et quelles sont les ressources, que ce soit humaines ou financières, de temps à allouer? Ça demande des temps supplémentaires d'adaptation, que ce soit au niveau des chercheurs pour les activités à prévoir de plus en plus de l'activité de recherche, de promouvoir cet engagement et cette participation. Et un temps de formation des participants aussi, jusqu'où on va dans la formation, qu'est-ce que c'est que la recherche, qu'est-ce que c'est que le projet dans lequel ils sont impliqués pour que ça marche. Il y a des efforts de communication et de compréhension à faire, évidemment, et des questionnements éthiques. Qu'est-ce que c'est que d'être un co-chercheur dans un projet de recherche en santé? Qu'est-ce que c'est qu'être un co-chercheur leader dans un projet de recherche en santé? C'est des questions qui sont toujours un petit peu en suspens. Donc, juste pour finir, je vais lister un petit peu d'autres projets qu'on est en train de faire pour illustrer un petit peu les différentes formes de participation qui existent. Donc, suite à le projet TIS que j'ai montré, l'expérience avec les parents du data, on avait fait aussi une enquête sur les connaissances et les pratiques en santé sexuelle et reproductive des adolescents qui étaient dans le TINIS, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup d'appui. Et donc, on aimerait faire une intervention pour promouvoir et améliorer la santé sexuelle et reproductive de ces adolescents. Et donc, on se pose la question de comment on fait pour identifier cette intervention et la mettre en place de la façon la plus adaptée. Donc, on voudrait avoir une approche participative. Mais avant d'arriver à cette intervention, voilà, plusieurs étapes avant les préparations. Donc voilà, on est en train de faire un état des lieux sur les interventions existantes. On a vu les entretiens avec le médecin. On fait un entretien aussi avec d'autres acteurs de santé, que ce soit les professionnels de santé, des décideurs politiques, des experts, pour vraiment avoir leur point de vue sur qu'est-ce qu'on peut proposer comme intervention, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de recherche participative sur cette question. On va organiser un séminaire multidisciplinaire à la fin de l'année pour faire un été, se mettre tous ensemble sur la table, autour de la table et identifier des questions en enfants et adolescents, afin d'identifier les priorités, le contenu et les modalités de cette recherche. Et ensuite, on synthétisera les résultats et on proposera finalement un protocole de recherche. Donc voilà, ça met un peu plus de temps, mais on espère qu'avec cette méthode-là, on arrivera à un protocole de recherche international participatif qui permettra vraiment d'avoir des résultats positifs pour réunir ce bénéfice. D'autres projets qui sont également en cours au CERFOP, pour lesquels je ne suis pas directement impliquée, mais pour lesquels je connais parce que je suis intéressée par ces initiatives de participation. Il y a le projet Promote qui vient d'être financé par INR, qui est un consortium de recherche participative sur la santé mentale des jeunes. Donc l'idée, c'est d'établir aussi un consortium communautaire et participatif pour identifier des actions qui amélioreraient les interventions en santé mentale auprès des étudiants en France. Et pour cela, ils sont en partenariat avec une association qui s'appelle NatLine, qui est une ligne d'écoute nocturne pour les étudiants en France, pour qu'ils puissent parler de n'importe quel sujet qui leur tient à cœur, s'ils ont des choses à dire, s'ils ont des difficultés de santé mentale, ils peuvent être repérés également. Et il y a des dispositifs sentinelles qui est mis en place par NatLine pour référer en fait les adolescents, puisque les jeunes étudiants dans ces lignes d'équipe, j'ai besoin d'un soutien de santé mentale plus important. Et donc, l'idée entre ces chercheurs et cette association, c'est de concevoir, mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités. On fait programme jeune chercheur NatLine et développer un protocole pour améliorer la santé mentale des étudiants et des filles. Donc, pareil, une grosse étape de mise en place, de mettre les gens autour de la table, de réfléchir à les interventions avant de proposer quelque chose, mais de qualité aux filles. Donc il y a d'autres projets d'illustrer aussi qui sont disponibles sur la recherche auprès de personnes qui peuvent être forcées comment aller dans leur bien-être et ici à préparation d'activité
d'autres choses sur le dépistage du cancer colorectal. Et également, une dernière ressource pour laquelle le CERPOP est associé, c'est SORIS, donc c'est le réseau pour la recherche internationale en santé des populations. Dans un site internet, et après ça regroupe plusieurs études de recherche en France qui s'intéressent à la recherche internationale en santé des populations. Ils développent également via ce réseau des feuilles participatives. Une toute dernière initiative que je vais vous montrer, c'est sur le site des médecins également. Il y a des projets de recherche participative qui ont été promus et sur INSERMCO Recherche Responsable, vous avez des témoignages de chercheurs et de participants qui vous expliquent un petit peu l'expérience qu'ils ont eue à faire la recherche participative sur différentes thématiques de santé au cours de l'INSERM. Et il y a également depuis il y a la deuxième édition des rencontres sciences et sociétés de l'INSERM à Lyon fin juin. Et donc, chaque année maintenant, l'INSERM fait des rencontres entre chercheurs et membres d'associations qui travaillent ensemble et qui font de la recherche ensemble. Donc, je le montrer à l'image. Donc, voilà pour l'approche participative en santé des populations. Les perspectives, c'est vraiment d'utiliser cette approche de plus en plus et même de façon systématique pour conduire des projets de recherche internationale. Voilà, les questions des outils, les stratégies se posent encore. Et l'idée vraiment, c'est de partager ces expériences récentes et existantes pour l'instant qu'on développe de nouvelles entre chercheurs, population, cliniciens et autres acteurs de santé publique, que ce soit localement ou à niveau national. Donc, je vous remercie pour votre attention et puis c'est pas sûr des questions de votre. Bonsoir, merci à vous. J'ai des questions. Une question qui va peut-être vous paraître un peu idiote, mais tant pis, je la pose quand même. Qu'est-ce qui permet finalement de se diriger vers une population pour laquelle cet outil, si je peux utiliser ce terme, de la recherche participative, peut être utile. Donc, est-ce que, et c'est une question à tiroir, est-ce que ça ne conclut pas soi-même un biais sur le type de personnes qui vont répondre à ce type de voilà. Et une autre question concernerait la première diapositive que vous avez montrée, vous l'avez esquissée, c'est la question du temps en fait. Donc vous avez montré les étapes, vous n'avez pas forcément évoqué la temporalité de ces étapes. Et vous l'avez esquissé après à la fin, mais justement je voulais avoir peut-être des précisions sur ça, sur le temps qu'on va mettre pour se dire, pour évaluer, ah ben oui, la recherche a marché ou pas. Et aussi, est-ce qu'on peut vraiment différencier si c'est bien les trucs mis en œuvre ou si c'est parce que ça a beaucoup évolué. Enfin voilà, c'est beaucoup de questions. Merci. Donc, merci beaucoup pour ces questions. Elles sont pas du tout idiotes, au contraire. C'est une vraie question qu'on a, sur le recrutement des participants de recherche. Est-ce qu'on va vraiment atteindre des situations qu'on met dans eux? Et donc, d'autant plus si on apprend les participants pour développer le projet de recherche, est-ce qu'on prend vraiment la population, des gens, les sujets de population d'intérêt de notre recherche? Alors, effectivement, comme ça peut être un biais. Il faut vraiment, je pense, bien sélectionner, mais c'est difficile à dire et savoir comment faire ces participants. Le fait de trouver des participants qui ont un avis volontaire, qui vont donner du temps et qui vont avoir des savoirs expérientiels à partager, je pense que ça va quand même aider à réduire les biais de participation après des gens qui vont être. Je pense que ça peut aider d'une façon à réduire les biais de sélection de la population. Et comment dire, surtout, eux, ils vont arriver avec des ressources en plus et des données en plus qu'on va pouvoir collecter. Et ce sera toujours un plus. Je pense pas que si vraiment on tape à côté, on a des gens qui n'ont pas du tout le même vécu ou le même problème de santé, ça peut poser problème. Mais là, si on prend des gens qui ont des vécus communs, ils nous apporteront quand même quelque chose, je pense, pour mieux documenter, pour mieux marketer, pour mieux analyser les résultats.
Et la deuxième question sur le temps, c'est une vraie question parce que le temps de la recherche, c'est déjà un temps qui est long. Et après, le temps des associations, c'est souvent beaucoup plus dans l'action et beaucoup plus rapide. Et donc, il faut faire communier un petit peu les deux. Et c'est là que c'est difficile pour nous. C'est déjà du temps en nombre. C'est pas forcément un problème de prendre un peu plus de temps pour se dire on fait les choses bien, au lieu de développer trois interventions successives et perdre de l'argent et que de pas marcher, on va prendre le temps d'en faire une bonne qui marche. Mais pour les participants et les associations, des fois c'est plus difficile. C'est de se dire quand est-ce que les résultats arrivent, quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on a les financements. C'est là qu'il y a les difficultés en termes de gestion du temps. Moi, j'ai une question, maintenant, j'ai une porte, je vais poser ma question. J'ai parlé de votre expérience, donc en Afrique de l'Ouest, et du fait que certaines des personnes impliquées pour être une guerre, en fait, finalement, étaient trop impliquées, ça leur posait des problèmes. Est-ce que vous avez eu des burn-out de ces personnes qui explosaient et abandonnaient parce qu'ils ne pouvaient plus supporter ça? On n'a pas eu ça, heureusement. Mais on a eu quand même des retours de dire ils auraient bien voulu avoir un soutien un peu plus important, eux, à ce moment-là. Et puis après, quelque chose que j'ai pas hésité, c'est que là, on est dans un contexte Afrique de l'Oasis francophone, où c'est des choses un peu nouvelles dans notre recherche de faire ça. Mais après, il y a plein d'exemples super intéressants en Afrique anglophone qui sont développés par des universités londoniennes ou américaines ou des universités africaines, où vraiment l'aspect communautaire et le développement de la recherche avec les populations et avec les jeunes, ça se fait depuis plus longtemps. Et nous, où je pense aussi ils ont eu ces expériences-là malheureuses, mais qui sont un peu plus cadrées, où il y a des choses à faire. Donc, merci de cet exposé très intéressant. Donc, moi, je viens du secteur des sciences agronomiques, dans lequel on utilise beaucoup aussi la recherche participative. Et donc, notamment, François Omillet, notre PDG, avait écrit un rapport, en fait, sur les sciences participatives dans le domaine. Et donc, c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses que vous avez évoquées qu'on retrouve, puis bon, il y a un certain nombre de petites différences. Alors ensuite, une autre association, Instant Science, organise chaque année un festival de sciences participatives dans Montpellier. Donc la première édition a eu lieu à l'automne dernier, et on aura une fin octobre aussi. Donc, bon, je vous invite, si vous n'étiez pas venu, à y participer parce que bon, c'est l'occasion de discuter. Alors, troisième chose, moi, le point qui m'intéresse, en fait, et j'ai lu le mot dans une de vos planches, c'est le dispositif des laboratoires vivants, Living Lab, qui est un dispositif de recherche-action qui permet d'aller encore plus loin dans l'engagement. Et donc, je pense qu'il y a une certaine complémentarité, en fait, entre les deux. Et bon, ça serait intéressant de vous regarder, en fait, les Living Lab dans le domaine de la santé, qu'est-ce qu'ils ont permis d'obtenir. Ça peut vous donner des idées ou vous en donner aux gens qui travaillent dans des laboratoires vivants. Oui, C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir des autres disciplines sur ce sujet. Dans l'Afrique francophone, est-ce que tout le monde parle suffisamment bien français pour pouvoir participer? Alors oui, il y a dont je parle français, mais il y a des dialectes un petit peu. Et notamment les jeunes ont un langage bouchi, ça s'appelle, je sais pas comparer ça en rien, mais enfin, il y a du français qui est mélangé avec voilà, des dialectes traditionnels. Donc voilà, ce qu'on fait depuis toujours, on travaille en collaboration avec des chercheurs au Sud et des experts au Sud qui revoient avec nous les questionnaires et on adapte vraiment le Fluidity au langage. Mais oui, il y a ce travail-là aussi d'adaptation. Mais oui, la plupart parlent français et après, entre eux, souvent, ils vont parler un français différent que nous, des fois, on a un peu mal. Bonsoir, je suis tout à fait novice en la matière, découvert une petite organisation en estivant, et j'essaie de comprendre un petit peu certains termes tels que recherche participative et recherche interventionnelle. Après, vous avez le terme Fab Lab.
ressemble souvent utilisé en mécanique également. Et quels sont surtout les outils statistiques que vous utilisez? Est-ce que vous faites de l'analyse des données multidimensionnelles ou bien est-ce que vous faites ce dont je vous parle cela, parce que j'ai un beau-frère euh, qui était épidémiologiste aussi au Canada. Il parle souvent de SAS, en fait, de régression multiple, comme ça. Alors, je pense que depuis 30 ans, ça a bien évolué. Et quels sont des avantages et des développements en recherche statistique par rapport à votre métier? Oui, alors, donc, effectivement, l'épidémiologie, il y a beaucoup de méthodes quantitatives et de statistiques amassées. Notamment là, dans les travaux qu'on mène, on fait des analyses longitudinales qui ont besoin des méthodes statistiques spécifiques pour évaluer des probabilités sur les livres de rétention de naissance avec les modèles de Cox, de à risque proportionnel. Voilà, des modèles linéaires, FMX. Il y a beaucoup de modèles statistiques. Après, dans la recherche participative, ça va être plutôt des méthodes mixtes qui vont combiner les méthodes quantitatives, mais nous, on va plutôt analyser les données dans une expertise statistique. Et les participants vont arriver, on va faire des pilotes qualitatives, on va faire plutôt les entretiens, les analyses de discours, des choses comme ça, pour compléter un petit peu les résultats quantitatifs qu'on va avoir avec une donnée qualitative qui vont être issues des discussions avec les participants. Fab Lab, alors, je l'avais dans la diapo, mais je ne l'ai pas détaillé, et même moi, je ne sais pas exactement, ça peut regrouper plusieurs termes, enfin, c'est les laboratoires de réflexion au sein des universités, enfin, certains groupes, c'est ça. C'est un peu comme une start-up qui va réfléchir à un projet, et c'est développement Fab Lab, et puis ensuite, c'est d'être pouvoir les boucher à des partenariats ou des projets comme ça. Voilà. C'est pas Oui, si moi, j'avais pardon, une autre question qui est, dans l'exemple que tu as donné, historique, c'est-à-dire d'IDIH, des associations donc vraiment, qui se sont imposées pour participer à la recherche et pousser la recherche sur les aspects qui les intéressaient. Donc cet aspect assez revendicatif, on veut y être, pas sans nous. Par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, en particulier avec les jeunes, est-ce que c'est plutôt vous qui y allez en disant on a besoin de vous pour que en santé ça marche mieux pour ce qui les concerne, ou est-ce que c'est plutôt une revendication des personnes concernées qui veulent y être avec et on fera pas si on n'est pas dedans? Oui, il y a cet aspect militant qui est très présent dans la recherche du VIH et ça, voilà, ça fait partie, c'est ça qui a fait que les traitements ont été accessibles en Afrique, c'est ça qui a fait baisser le milieu lesbien en Afrique, qui a fait que normalement, théoriquement, a accès à un traitement aujourd'hui. Après, je sens pas dans mon expérience qu'on arrive nous et on a dit allez, vous faites des choses, aidez-nous. Et dans l'autre sens, c'est des jeunes en développement qui ont plein de choses dans la tête et du coup, il y en a quelques-uns qui développent un peu ce côté, on est là, occupez-vous de nous, etc. Après, ils sont tellement occupés par plein de choses qu'ils n'ont pas ce côté militant. Enfin, je n'ai pas vu encore ce côté militant et revendicatif. Après, quand on commence à les impliquer, ils commencent à prendre un rôle à cœur et à développer un petit peu ce côté vraiment très engagé. Mais voilà, c'est plutôt positif pour notre jeune. Oui, moi je voulais voir un petit peu plus clairement le rôle des pères éducateurs. Qu'est-ce qu'ils font vraiment je suppose qu'ils transmettent de l'info dans les deux sens, mais est-ce que vous pouvez détailler un peu plus leur activité? Oui, au quotidien un petit peu. Donc les pères éducateurs, dans les centres qui suivent les adolescents qui avec le VIH, ils voient à peu près individuellement les cliniciens tous les 3 mois pour faire un point sur leur traitement, pour faire des analyses biologiques, etc. Et après, ils font des groupes de discussion à 10, 12 avec soit une psychologue, soit justement avec les communicateurs sur les discussions santé, sur comment bien vivre avec le VIH, comment bien prendre ses traitements.
ou ça mène à d'autres sujets de santé, vraiment tout ce qui les intéresse. Et ces groupes de parole, on voudrait euh, qu'ils soient guidés par les pères éducateurs, parce qu'on se rend compte que quand c'est des adultes, en gros, des psychologues ou quoi, il y a des choses, j'ai dit ça dans ces groupes. Et donc, par exemple, il y a un exemple où ils ont parlé de la contraception, de comment ne pas tomber enceinte, etc. Où tous les adolescents écoutent les psychologues comme ça, avec le père éducateur à côté. Et à la fin du groupe, ils vont voir le père éducateur dans un camp, des enfants, j'ai une question, ça, enfin voilà, information passe pas. Et donc le père éducateur, il est là justement pour un peu casser les barrières entre les ados et les adultes professionnels de santé, pour que les ados soient suffisamment à l'aise et puissent se tourner vers quelqu'un pour quand ils ont des soucis là-dessus. Donc, ça peut être très, très divers. Et après, au père éducateur de faire le lien sur ces questions-là et de repartir ça aux professionnels pour que ça se passe dans une bonne entente. Okay. Et l'idée, je pense, après de ces pères éducateurs, c'est qu'on les implique vraiment dans les projets de recherche ALEX. Ou si on fait une intervention pour améliorer la santé sexuelle, eux seront parmi dans cette intervention et proposent des groupes de parole spécifiques là-dessus et des moyens de prévention. Non, moi, j'ai une question qui est un peu plus générale. On voit bien, en tout cas, je pense, dans ce que tu as montré, comment dans le domaine de la santé et en vue d'action, cette procédure, ce processus de recherche participative se cadre. Si on parle de la recherche en général, de la position, de la connaissance, et là on pense à tout ce qui est fake news, machin, enfin le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, comment pourrait-on faire naître l'adhésion à la valeur de la connaissance et l'envie d'y participer, pas forcément quand on voit sa santé et qu'est-ce qu'on va faire pour moi, mon copain, ma famille, etc. De façon plus générale, comment la science participative qui est partie sur de l'action, enfin, avec en perspective l'action, peut, j'allais dire, changer de niveau et avoir perspective la position de la connaissance et la valeur de la science dans la société. Tu as des idées dessus? C'est une grande question. Après, je pense qu'il y a des évolutions dans plusieurs domaines pour arriver à ce que la population ait une plus grande compréhension et même un intérêt à savoir ce qui se fait dans la recherche en santé et en prévention. Je pense que ça passe par une meilleure information et une meilleure circulation de ces bonnes informations, justement. Enfin, une meilleure formation des médias sur ces questions-là, une meilleure mise en avant de la population qui s'intéresse à ces questions-là, ou de nous-mêmes. On n'est pas vraiment ici qu'en France, au niveau de la société, au niveau des médias, pour parler de nos recherches, je trouve. Quand j'étais au Canada, tous les jours pendant le Covid, on avait un universitaire qui nous expliquait, qui nous faisait vraiment de l'intervention et qui nous expliquait des méthodes de recherche. Enfin, c'était beaucoup plus. Les gens étaient beaucoup mieux informés sur ça. Donc, voilà, c'est vraiment c'est un souci structurel, je pense. Il faut qu'on sorte un peu de nos labos, qu'on fasse de la recherche un peu plus à vocation à ce qu'elle soit diffusée au grand public. Et ça, c'est un grand principe. Dans le même registre, est-ce que dans ce que tu as vu, il y a je sais pas si dire compétition, enfin, une coexistence de l'aspect fake news, notamment dans tous ces domaines où il y a tout n'importe quoi qui se trouve sur les réseaux sociaux, et puis l'information avec les pères éducateurs, et est-ce que c'est un problème pour eux, en fait, la concurrence des fake news? Oui, il y a des fake news, mais pas dans le sens qui vient des réseaux sociaux, mais en fait, il y a des croyances traditionnelles qui sont à l'opposé de la connaissance scientifique et qui, du coup, sont très ancrées dans la société et c'est difficile à les construire. Et des fois, ça peut être relié encore plus par les réseaux sociaux, mais
Avant les réseaux sociaux, ça existait déjà. Et donc, voilà. Et nous, on arrive en disant, non, vous êtes, c'est pas comme ça. On a aussi heureusement des professionnels de santé locaux aussi qui peuvent porter ces paroles-là parce que nous, arrivant dans notre pays en expliquant comment ça se passe, c'est pas forcément le meilleur moyen non plus pour adhérer, pour provoquer une adhésion à ces messages-là. Donc, il faut vraiment qu'on travaille la construction nord-sud, sud-nord pour améliorer notre connaissance et essayer de pallier à ces fake news. Mais ouais, c'est un sujet là-bas, c'est un sujet ici, c'est compliqué partout. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, idées? Est-ce que cela vous amène à une autocritique des chercheurs? Alors moi, oui, beaucoup. Enfin oui, il faut de l'autocritique, il faut de l'ouverture quand on travaille sur ces sujets-là. On m'a pas appris dans mon cursus à avoir cette approche-là. Il faut que les apprenne par moi-même et puis avec des gens qui sont intéressés. C'est pas les cas de tous les chercheurs. Donc oui, il faut de l'autocritique. Après, je pense que ça fait partie de enfin, normalement, notre métier, faire de l'autocritique sur notre recherche à nous, sur comment on l'amène, comment on la diffuse aux gens, puis après, vraiment partie. Je sais pas si j'ai plus d'autocritique depuis que je fais de la recherche participative, je crois qu'elle était déjà là, mais C'est une disposition naturelle pour toi. Et au niveau des évaluations des recherches, avec nos fameuses commissions, vous évaluez régulièrement, ça se passe comment pour ce genre de choses? alors, dans les dernières évaluations, j'avais pas vu cet aspect-là ressortir, mais je sais qu'il y a beaucoup de financements, notamment l'ANR, ou des financements européens qui demandent des financements qui est un volet, qui est en sciences ouvertes, qui est un volet recherche participative. Et c'est un peu comme ça, en fait, que ça, il y a un engouement qui s'est créé parce que les financeurs sont arrivés avec, on veut ce volet-là dans nos recherches. Il y a plein de gens qui ne faisaient pas de recherche participative, et alors, ok, comment on fait? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, qu'est-ce que ça veut dire de recherche participative? Ça, c'est venu un peu des instances, un peu. Et après, je suis pas sûre que ce soit encore trop évalué. Ça, Et cette histoire de validation, ça va vraiment être un problème à la fois d'évaluer les chercheurs qui en font et les gens qui évaluent les projets, parce que si c'est par des gens qui sont un peu plus âgés, et je pense que peu d'entre eux connaissent la recherche participative. Donc, quand on innove vraiment dans un secteur, en fait, les premiers temps, c'est toujours un peu difficile. Donc, ce que vous faites, c'est très bien, continuez, et puis, petit à petit, ça va prendre. et je suis d'accord. Bon, je dirais, récupérer des encouragements, c'est important. Est-ce que tu n'as pas l'impression que tu as mentionné Sciences ouvertes, et moi j'ai eu la même expérience il y a un nombre d'années, sur les aspects éthiques à l'intérieur des projets de recherche, la personne qui sont pris en compte, et pas juste pour avoir l'autorisation, mais vraiment en recherche, que, en fait, en France, pour tous ces trucs-là, qui sont pas la production de la science, je veux dire, la production traditionnelle de la connaissance et ses avancées, est-ce qu'on n'est pas toujours en retard? J'ai l'impression qu'il y a toujours l'Europe, qu'on est finalement dit, ah oui, il y a ça, si on veut des financements, on va faire un mois, il faut y aller, et ça vient pas de la communauté scientifique, le temps de sa majorité, c'est un peu dommage. Non, je suis d'accord. Et beaucoup de discussions te disaient comment on peut faire ça. Et c'est, ah ben, ok, tel, ils font comme ça. Dans tel texte, ils font comme ça déjà. Et nous, oui, on arrive à faire ça. Ouais. Comme quoi, il y a non seulement l'autocritique des chercheurs qui le font, mais il y a, à travers cette action-là, une large critique du milieu des chercheurs tel qu'ils vivent. C'est-à-dire pas seulement l'autocritique par rapport à, bon, on fait pas bien, on fait peut-être pas très bien, mais il y a aussi, on promeut une recherche qui n'est pas celle et avec des méthodes qui sont des méthodes traditionnelles de la recherche, et ça secoue le milieu, et ça, comment c'est pris, c'est un peu dur. Mais est-ce que c'est pas bien un peu la caractéristique de notre système de recherche?
qui est très centralisé, avec ces gros organismes qui ont beaucoup de qualité et qui parfois gèlent un peu. Alors qu'un fonds de recherche comme l'INACE, comme l'INA, c'est peut-être plus facile d'explorer des voies, des points un peu divergents. Et, je sais pas si je... Yes. Non, non, oui, non, mais je pense que oui, c'est le niveau structurel, un peu ça. Mais les choses, ça, c'est qui est pas très bien donné. Donc, oui, je n'en ai pas assez de temps et j'ai encore moi-même une compréhension aussi des fois du rôle de ces instances et comment elles s'interagissent avec nos recherches. Bien, on est parti un peu loin des adolescents avec le VIH. C'est quand même toi qui passes une de ces réflexions. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut intervenir, commenter, donner des idées, des questions? Oui? Ouais, donc j'ai plus pas trop de questions, mais moi je fais partie d'une asso qui travaille au Cambodge pour favoriser l'éducation d'un petit groupe de gamins. Et j'ai eu l'expérience de choses comme ça, une jeune fille qui a le sida de naissance par sa mère, qui s'est retrouvée à l'âge adulte, sachant qu'elle avait le sida, elle était traitée pour ça, elle s'est trouvée un copain, elle a couché avec lui sans précaution au point qu'elle s'est trouvée enceinte. Et pour l'accouchement, bon, elle habite à Battambang, qui est donc la deuxième ville du pays, et il y a un hôpital spécialisé, enfin avec des services spécialisés pour le sida à Siem Reap. On lui avait dit, surtout quand tu vas accoucher, tu vas à Siem Reap, on te paye le taxi pour y aller, tu te fais soigner là-bas. Évidemment, sa grand-mère n'a pas voulu, elle a été accouchée à Battambang. Et quand on a été voir, parce qu'on l'a su 2 ou 3 jours après, quand on a été voir le médecin qui l'avait accouché, et qu'on lui a dit qu'est-ce que vous avez fait à propos du fait qu'elle mette sida, il est tombé des nues, il savait pas. Dans les programmes de prévention, justement, il y a des dépistages avant si on ne sait pas. Ouais, bah là, ça c'est, Pour gérer, en l'occurrence, c'était pas sûr. que- Ça remonte à 2015 à peu près. Ouais, mais c'est assez récent encore. Ouais. Surtout pour que l'enfant n'ait pas le contact de VIH. Il a eu beaucoup de chance. Il a beaucoup. Il l'a pas eu. Et bon, ouais. Effectivement, du coup, après, on a essayé, on a trouvé, parce que c'est assez difficile de discuter avec des jeunes filles cambodgiennes pour parler de problèmes sexuels et tout ça, c'est vraiment des sujets qui sont pas du tout évidents à aborder. Alors, on en a une ou deux dans le groupe qui sont un peu plus faciles pour discuter de ça, qui nous servent un peu d'interprète. Donc, pour ça, je peux poser des questions sur les pères éducateurs. Oui. Je le sentais un peu comme ça. Oui, mais Ouais. du coup, oui, on s'est dit les pères éducateurs peuvent vraiment jouer un rôle sur ces questions. Et en fait, quand on leur pose des questions sur leur connaissance sexuelle, elles sont pas très bonnes vues. Et il faut vraiment qu'on leur explique que Ouais. Mais comme effectivement, ils font partie de la population qui nous intéresse, voilà, ils peuvent prendre leur cas personnel déjà, et puis dans vos autres, en disant oui, dans les familles, ça se passe comme ça, ça en met. Oui, et puis là, dans la prise en charge, en fait, on a beaucoup d'adolescents qui étaient suivis, enfin beaucoup, partie importante, qui ont des grossesses précoces. Et donc, on s'est basé sur ces expériences-là en disant, mais ces filles-là qui ont quitté l'école, etc., parce qu'elles sont des jeunes filles mères enceintes, voilà, l'idée, c'est de faire de la prévention pour pas que ça arrive si tôt, pour qu'elles puissent continuer leurs études, etc. Vers 14 pour jouer un rôle aussi large. Parce que c'est les filles qui sont tombées enceintes jusqu'à ce qu'elles tombent enceintes et que ça se voit, et que vous arrêtez pas de dire non, je n'ai pas eu pas de pratique sexuelle. On savait que j'avais encore une est-ce qu'il y a tu as suffisamment de recul sur cette expérience ou d'autres collègues par rapport aux pères éducateurs pour savoir qu'est-ce qu'ils deviennent après, non pas dans leur vie, qui peut être assez variée, mais par rapport à la recherche. Cette expérience de père éducateur qui sont à un moment donné, puis après, comme tu dis, le reste de la vie prend le pas. Est-ce que ça leur laisse quelque chose qui leur donne, je sais pas si c'est une appétence particulière par rapport aux recherches, une ouverture, ou bien c'est un épisode et parce qu'on passe autre chose? Je pense qu'ils sont quand même très intéressés à suivre les suites des projets, etc.
Pour l'instant, nous, on est vraiment au début de la transition vers le monde vers l'éducateur. Il y a la conférence francophone sur les IHCA au Cameroun le mois dernier, où il y avait beaucoup d'expériences dans d'autres pays de pères éducateurs, et mes anciens pères éducateurs qui étaient un peu désolés de ne pas être informés de la suite du projet, ou qui étaient un peu restés sur leur fin de tiens, cette expérience-là, elle aurait pu être mieux valorisée que ça pour moi, ou on aurait pu apporter un peu plus au projet, ou on aurait pu me consulter pour la suite. Et c'est pas fait, donc il y a eu des opportunités manquées en discutant avec les anciens pères éducateurs à cette conférence. Entrant, et bon, il y a pensé en la vie, chargé de boulot, est-ce qu'ils les mettent dans leur CV? Est-ce que c'est va dans le sens? Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait faire, parce qu'il y a cette question de comment la rétribution de cet père éducateur au moment du projet. On peut pas forcer, les frais de remboursement pour disponibilité, donc on peut pas vraiment les payer. Mais nous, on aimerait favoriser leur formation et que cette expérience-là, et puis c'est qu'à l'éducation, c'est des choses qu'on aimerait qu'ils se mettent en place plus régulièrement. Bon, je crois qu'on va arriver à la session. Ouais. Merci encore. Bonne continuation.